Bien, bonjour. Nous continuons donc notre analyse de qu'est-ce qu'on entend par culture populaire selon les grandes familles dégagées par Storey dans son introduction à la culture populaire. Donc, nous avions vu la semaine dernière la question de la popularité, donc le critère quantitatif de la popularité. Nous allons voir aujourd'hui une autre tradition, une autre famille, une autre façon de comprendre la question de la culture populaire, qui est celle de la culture populaire comme une culture, au fond, délégitimée, comme une culture qualitativement euh, critiquée. Bien. Euh, la culture populaire comme culture délégitimée. Le deuxième sens, donc, que l'on donne à la culture populaire découle en grande partie de positions déjà rencontrées dans les critiques que de la notion de populaire et aussi dans la notion de culture que nous avions évoquée dans nos premières capsules consacrées à ces concepts. À savoir donc une certaine tradition qui voit dans la culture populaire et dans ce qui est populaire quelque chose qui serait congénitalement inférieur selon un axe hiérarchique. Comme l'écrit Storey, la culture populaire, selon ce type de définition, serait une catégorie résiduelle pour accommoder des textes et des pratiques qui échouent à rencontrer les standards requis pour qualifier comme de la vraie culture, de la culture légitime, de la haute culture. En d'autres mots, c'est une définition de la culture populaire comme culture essentiellement inférieure. Les anglo-saxons ont ainsi longtemps maintenu l'opposition terminologique entre high culture, haute culture, et low culture, culture basse, en y incluant parfois une étape mitoyenne, la mid culture ou mid-brow. En fait, selon un système assez singulier, une expression qui remonte aux théories de la phrénologie, donc les théories qui s'intéressaient à caractériser et catégoriser les gens selon leur faciès, la forme de leur crâne, la forme de leur visage. Selon cette vieille théorie, donc, il y a un terme qui est resté, c'est l'opposition de low brow, donc ceux qui ont des hauts sourcils, ceux qui ont des bas sourcils, qui au contraire seraient donc des sortes de sourcils rafalés, un peu néandertaliens pour désigner les travailleurs, les prolétaires, et ceux qui ont un moyen sourcil. Donc, cette catégorie de mid-brow, low-brow, high-brow est souvent considérée comme synonyme de high culture, low culture. On voit bien là comment on est dans des a priori très lourds de sens. Ici, vous avez un graphique assez drôle qui reprend ces vieilles traditions phrénologiques et qui fait une classification assez intéressante de quels sont les goûts des highbrow par opposition aux lowbrow et carrément deux catégories de middle brow. Donc, qu'est-ce qu'ils aiment, etc. Bon, c'est fait évidemment avec humour, mais que ça correspond bien, on le verra, à le type de diagramme que feront des sociologues tels que Bourdieu. Donc, cette structure antagonique entre la vraie culture légitime, haute culture et la culture populaire se décline en une série d'oppositions binaires dont nous sommes familiers. Nous avions déjà évoqué ça dans notre toute première capsule d'introduction. Nous allons le voir ici plus en détail. Alors, très souvent, c'est la grande opposition entre l'art, voire l'art avec majuscule, et le divertissement. C'est une opposition que l'on va retrouver
très souvent. Et d'un côté, c'est amélioratif, de l'autre, c'est péjoratif. Donc, toujours un peu cette opposition, ce système d'opposition binaire. L'originalité de la haute culture versus la répétition qui serait le propre de la culture populaire. L'authenticité d'un côté et de l'autre l'inauthenticité, l'imitation. D'un côté, la distanciation critique par rapport aux grandes œuvres, qui est le propre de notre perception esthétique, intellectuelle, qui serait opposée au système d'engagement auquel invite la culture populaire, qui lui serait du côté de l'identification, donc s'identifier au personnage, s'identifier au pathos de la musique pop, s'identifier euh, aux, euh, aux figures mythiques qui nous sont proposées de James Bond, la femme fatale, etc. Et ou l'immersion, donc le fait que dans la culture populaire, on est immergé dans le récit, on est happé par la musique et on perd notre faculté de juger critique. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus ludique, voire dans une sorte de transe. C'est aussi l'opposition donc entre la raison, l'usage critique de la raison et le monde des affects. La culture populaire serait essentiellement axée sur les affects, nous émouvoir, nous faire pleurer, nous faire rire, nous faire avoir peur, nous faire nous émerveiller pour la science-fiction, la fantasy, etc. Donc, d'un côté, l'aspect critique aussi des œuvres par rapport à la société, etc., versus une culture populaire qui serait essentiellement du côté d'un certain conformisme. D'un côté, un art très individuel, marqué par des auteurs très singuliers, versus un art très massifié. Nous y reviendrons. Une autre culture qui vise à l'élévation spirituelle versus un certain abaissement intellectuel de ceux qui se livrent compulsivement à la culture populaire. D'un côté aussi une certaine sobriété versus le sensationnalisme de la culture populaire, la sexualité, la violence, tous les trucs qui frappent tout de suite et qui sont là pour attirer vraiment, capter l'attention. Aussi la complexité versus un certain simplisme. Le fait que la haute culture nous aiderait à comprendre le monde, alors que la culture populaire nous aiderait à fuir dans l'escapisme des univers fictionnels, etc. Bon, ça, c'est des oppositions la liste pourrait s'allonger. C'est toujours cette idée de définir la culture populaire comme un véritable autre, comme un envers opposé de la culture légitime. Nous en avions déjà un peu parlé. Et justement, nous allons voir ici comment Schusterman, qu'on avait déjà cité aussi, comment il s'attaque à ces types de critiques dans une série de catégories. Et nous allons le faire à travers un article très, très bien fait que vous pouvez trouver en ligne de Stefan Snaevar sur le pragmatisme et la culture populaire, et qui en fait un très bon résumé. Alors, on pourrait dire que toutes ces critiques de la culture populaire qui essayent d'en faire une sorte de culture moindre, inférieure, peuvent se catégoriser en 6 grandes accusations. Un, c'est sa fausseté, spuriousness. B, sa passivité, le fait que ça induit à la passivité du spectateur, du lecteur, de l'écouteur. C, sa superficialité. D, son manque d'autonomie. E, son manque de forme. Et F, le manque de créativité. Nous allons voir donc avec Snaevar les réponses que l'on peut faire à chacune de ces critiques. Bien. Par rapport à la question de la fausseté, alors
pour Schusterman, il n'y a pas vraiment c'est pas vraiment défini en quoi les plaisirs de la culture populaire seraient plus irréels, plus factices que ceux du grand art, de la haute culture. Euh, il dit que c'est juste c'est un pur jugement de valeur et qui qui opposerait deux types de satisfaction. Une satisfaction qui serait vraie dans le cas de la haute culture et une satisfaction qui serait fausse dans le cas de la culture populaire. Et l'idée qu'on puisse distinguer entre des satisfactions réelles et des satisfactions irréelles ne lui semble pas un critère réellement convaincant. Et on va y voir qu'en fait, c'est souvent ces catégories d'opposition, elles se recoupent vraiment les unes les autres. C'est ainsi que le deuxième critère, celui de la passivité, rejoint un peu l'idée de quelque chose qui n'est pas satisfaisant. La culture populaire serait accusée de ne pas mobiliser, de ne pas exiger de vrais efforts intellectuels pour pouvoir l'apprécier. Et en fait, on sait comment dans l'histoire de la culture populaire, effectivement, il y a toujours cette idée de s'adresser au plus grand nombre, indépendamment de la barrière éducative. Et donc, ça part de très loin, ça part de la littérature de colportage, par exemple, qui s'adressait à des gens qui ne savaient pas lire, mais en misant sur le fait qu'il y avait des passeurs dans le village qui pouvaient lire les textes pour les autres, etc. Donc toujours cette idée dans la culture populaire de s'adresser à un très grand public et que pour apprécier ce qu'on leur propose, évidemment, ça ne présuppose pas la formation scolaire que présuppose une grande œuvre du type James Joyce ou autre qui exige une compétence encyclopédique au sens de Umberto Eco de la part de son lecteur qui est marqué par des années de scolarisation, etc., etc. Donc là, il y aurait vraiment une opposition entre un art, une autre culture qui peut être appréciée d'un point de vue intellectuel versus un art populaire qui ne mobilise pas l'intellect. Alors, justement, va critiquer cette idée que l'art ne doit être que satisfaisant d'un point de vue intellectuel. Et il va dire, au fond, c'est une sorte de symptôme d'une certaine idée que l'on se fait de l'art et d'une sorte de suprématie de l'intellect sur les affects qui remontent à très loin dans l'histoire de la culture occidentale et qui s'est constamment appuyé sur des institutions. Et il va dire par ailleurs, le fait d'écouter de la musique classique dans un auditorium peut même sembler plus passif que le fait de participer à un concert de rock and roll qui, lui, va mobiliser l'activité physique totale. Et c'est aussi supposer que n'est rédévable que ce qui est du domaine de l'intellectualisation et non pas de ce qui est du domaine de l'affect, de ce qui est du corporel, etc. Donc, vous avez l'image emblématique du pogo d'origine punk. La superficialité ensuite, là c'est toujours un peu les mêmes types de critiques. L'art populaire, la culture populaire serait superficielle et serait éphémère. Alors que on peut voir qu'au fond, par exemple, le public des séries télé souvent
s'engage dans des séries très complexes à différents niveaux pour suivre l'évolution des personnages, l'évolution des arcs narratifs, l'évolution des situations, etc. et qui mobilise une compréhension assez sophistiquée de par leurs ambivalences et leurs différents niveaux de lecture. Et puis par ailleurs, c'est aussi, encore une fois, une sorte d'a priori critique qui considère que ce qui est éphémère est essentiellement mauvais, alors qu'il y a tout un art de l'éphémère. Et on pourrait rajouter d'ailleurs que, ironiquement, l'art du XXe siècle a énormément joué avec la notion d'éphémère, que l'on pense à la performance, par exemple, etc. Donc, là encore, on peut se dire qu'au fond, ce que l'on essaye d'établir, c'est une série d'oppositions à partir de a priori. Le manque d'autonomie. Donc, c'est la culture populaire est dominée par le marché, elle est entièrement fabriquée en vue de plaire, et elle est distribuée, diffusée, marketée pour plaire, et ce qui fait qu'elle est aux antipodes d'un champ culturel autonome, comme serait la haute culture, qui est là indépendamment des intérêts de marché, qui est là parce qu'il y a un vrai goût des éditeurs, un vrai goût des mécènes, un vrai goût de ceux qui participent de cette culture-là pour la faire vivre sans cette volonté purement philistine de faire de l'argent, etc. Mais ça pose plusieurs problèmes. Premièrement, parce qu'au fond, toutes les formes d'art ont toujours eu à voir avec, pour exister, l'artiste lui-même, pour avoir son existence, pouvoir se consacrer à son œuvre, bah, il a dû y avoir des systèmes soit parce que il appartenait à la classe dominante, donc c'était toute la tradition des rentiers, soit parce qu'il y avait un système de mécénat où il y avait des puissants qui le prenaient sous son aile depuis le Moyen Âge jusqu'à l'Ancien Régime, etc. Donc c'est moins idyllique, cette idée d'une sphère artistique purement autonome est moins idyllique qu'on voudrait le faire croire, et elle est elle-même un peu une idéologie de l'art dans la modernité, justement pour se distinguer de l'art qui lui vend et qui fait que les artistes gagnent leur vie avec le fruit de leur travail. Donc, en grande partie, c'est la thèse de Bourdieu dans les règles d'art, les règles de l'art, ça a été une réaction contre le marché capitaliste de la littérature, de l'art en général, qui a fait qu'on en est venu à valoriser absolument l'art comme critère absolu, autonome, etc. Alors qu'avant, si on remonte carrément aux sociétés euh, premières, l'art avait une fonction sociale tout à fait partagée et il n'était pas considéré comme cette activité purement autonome, intellectualisée, etc., etc. Ensuite, la question du manque de forme. On l'accuse, la culture populaire, du fait qu'elle se concentre prioritairement sur le contenu, que ça manque surtout de complexité formelle. Et contre ça, justement, montre qu'au fond, dans la culture populaire, on peut trouver des formes de complexité tout aussi similaires à celles que l'on apprécie dans la haute culture. Et c'est comme ça qu'on trouve, par exemple, chez les Simpsons, quantité de références à des milliers
d'œuvres de la tradition occidentale, et notamment, par exemple, à Edgar Allan Poe. Donc ici, on a la transformation du célèbre Telltale Heart, le cœur révélateur. Mais c'est vraiment une fixation dans les Simpsons. Il y a la figure canonique de Edgar Allan Poe revient souvent, comme dans cette reprise assez humoristique du célèbre Corbeau, où c'est Bart lui-même qui fait la figure de Corbeau qui assaille le poète, cette fois-ci Homer Allan Poe, on pourrait dire. Donc, le manque de créativité. Bon, alors, on peut tout à fait contester l'idée que la culture populaire n'est pas originale. Le vidéoclip est une forme originale d'art. Des auteurs, des auteurs de culture populaire comme les Monty Python sont foncièrement originaux. Donc, c'est à nouveau une sorte d'a priori. Deuxièmement, c'est assez drôle, encore une fois, qu'on critique l'art populaire comme être essentiellement comme de manquer d'originalité, alors qu'en fait, dans l'histoire de l'art occidental, la notion d'originalité est une notion extrêmement récente. C'est vraiment aux alentours des Lumières et ensuite essentiellement avec le romantisme que cette notion-là va s'imposer. Mais les auteurs prémodernes, que ce soit les peintres, les musiciens, les poètes, etc., n'étaient pas du tout dans un culte de l'originalité. Au contraire, ils étaient dans un culte de la mimésis, dans un culte de l'imitation des formes héritées de la tradition. Donc, c'est assez curieux. Puis, toutes les grandes traditions comme le sonnet, etc., sont des grandes contraintes héritées du passé auxquelles l'auteur se confrontait. Et puis, d'un autre côté, c'est assez curieux qu'on critique l'originalité alors que justement la postmodernité esthétique, elle s'est placée dans une critique du culte de l'originalité. Donc, à la fois si on va donc avant la modernité dans l'art traditionnel, dans la poésie traditionnelle, etc., et dans la postmodernité, on se rend compte qu'au fond, le culte de l'originalité, ça aura été surtout une parenthèse historique à un moment donné de l'esthétique occidentale pour toutes sortes de raisons qui ont été d'ailleurs très abondamment étudiées. Mais donc c'est assez curieux parce qu'au fond, comme le dit Schusterman, le rap a tout à fait les caractéristiques qui le rapprochent de la postmodernité. L'idée de la citation, l'idée de l'intertextualité généralisée, la mort de l'auteur, enfin bon, quantité de choses rapprochent l'éclectisme, le côté éclectique, foncièrement éclectique du rap de l'art éclectique postmoderne. Donc, selon Schusterman, finalement, les grandes critiques que l'on fait de la culture populaire pour dire à quel point c'est une culture inférieure, elles sont surtout basées sur des a priori et très souvent, le plus souvent, ce sont des critiques qui pourraient être adressées aussi à la haute culture. Et d'ailleurs, il dit aussi, on dit tout le temps, bon, la mauvaise qualité de tel film populaire, la mauvaise qualité de telle musique populaire, mais il dit, mais ce qui passe pour de la haute culture, il y a aussi énormément d'œuvres médiocres qui ne passent pas l'épreuve du temps, etc., etc. Et puis aussi, un autre argument intéressant, c'est que ce que l'on considère maintenant comme de la haute culture et même l'emblème de la haute culture, en réalité, souvent a été considéré plus anciennement comme de la culture populaire.
C'est le cas des pièces de Shakespeare qui pendant très longtemps étaient considérées comme des spectacles populaires. C'est le cas du roman. Le roman en tant que forme a été considéré comme une forme totalement populaire, d'ailleurs en tant que tel méprisé par les académiciens, par les institutions littéraires de l'époque qui jugeaient que c'était totalement vulgaire. Et, euh, et c'est assez drôle de voir, c'est ce qu'a fait par exemple Levine pour les États-Unis, comment au fond il y a une histoire, une généalogie qui a fait que des œuvres d'abord critiquées comme étant populaires en sont venues à devenir des chefs-d'œuvre étudiés dans les universités, etc. Et en fait, c'est une longue histoire que celle-ci. Stuart Hall et Wanell, dans The Popular Arts, s'amusent à retrouver, par exemple, des vieilles critiques. Donc, en 1597, par exemple, le maire de Londres dénonce les pièces de théâtre de son époque comme quelque chose qui est essentiellement lascif euh, et, euh, et pas sérieux, etc., etc. Alors que c'est exactement, donc en 1597, que des grandes pièces étudiées maintenant dans les universités, comme les premiers Shakespeare, les Marlowe, etc., étaient, étaient portées sur la scène. Donc cette grande critique, par exemple, du théâtre populaire comme quelque chose d'essentiellement qui corrompt les mœurs et les esprits et tout ça, et les fêtes, la diatribe, au moment même où c'est l'âge d'or du théâtre anglais et qui constitue vraiment le canon du théâtre. Et puis, c'est la même chose pour le roman. En 1758, James Rolfe fait toute une critique des romans, du déferlement des romans qu'il associé carrément à une sorte d'épidémie de cantharide, donc d'une sorte d'empoisonnement collectif, au moment même où justement le grand roman anglais, donc Robinson Crusoe, Moll Flanders, Gulliver's Travels, Pamela, Clarissa, Joseph Andrews, tout ça était en train euh, de se former. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'au fond, il y a toujours eu un jeu d'opposition entre haute culture et culture populaire, mais qui est sans cesse déplacé par la suite. Et donc, au fond, ce qui va se passer, comme le signal Hall et Wanell, c'est que toutes ces œuvres qui étaient vraiment pétries de culture populaire, que ce soit les tragédies élisabéthaines et jacobéennes, ou que ce soit les romans de l'époque de Daniel Defoe, étaient vraiment nourris de la culture populaire de cette époque-là. Donc, il y avait chez les dramaturges et chez les romanciers de ces âges d'or, il y avait à la fois une connaissance scolaire, puisque c'était des gens qui appartenaient à la classe cultivée. Ils connaissaient la grande tradition de l'Antiquité, les auteurs de l'Antiquité, etc., etc. Mais ce qui les marquait énormément, tout autant, voire sinon plus, c'était vraiment la culture populaire de leur époque. Les danses macabres, la naissance du journalisme, les pièces à composante miraculeuse, magique, tout cet aspect-là, les mélodrames par la suite, les sermons, mais aussi les rythmes du parler populaire, l'argot, les traditions de la caricature, etc., etc. Donc, ce n'était pas juste des éléments de l'œuvre, mais c'était souvent ce qui articulait la vision du monde, la perception, ce que Raymond Williams appelait aussi la structure of feeling, la structure
de sentiments. Et ces œuvres-là tiraient donc leur force d'être nourries à la fois par la tradition classique, scolaire, et par la tradition vivante de la culture populaire. Et cette tension entre les éléments populaires et classiques, c'est ce que Knight, dans Drama and Society in the Age of Johnson, appelle un tough equilibrium, donc un équilibre difficile, mais en même temps dur, et en même temps qui implique une sorte de un aspect robuste. On pourrait les traduire comme un équilibre robuste. Comme le dit Hall et Patty O'Neill, dans ces exemples, on voit trois possibles connexions entre le populaire et le sérieux, ou le élevé, le haut, dans l'art. D'un côté, on trouve la substructure du populaire dans le travail des auteurs les plus importants, des grands auteurs qui sont soutenus par des attitudes populaires qui donnent de la vigueur, de la vitalité et de la pertinence à leur travail. Et enfin, on voit les formes populaires être réinvesties dans le populaire. Donc, il y a comme ces trois grandes, en passant par les grands auteurs. Donc, on voit comment une sorte aussi d'amélioration ou de richesse, enrichissement de la tradition populaire, comme le genre de la vengeance, de la tragédie de la vengeance, par exemple. Et à cela, ils ajoutent que finalement, une des caractéristiques peut-être tragiques de l'art moderne aura été l'aliénation progressive de la haute culture envers la culture populaire. Justement, le fait que cette grande synthèse qui avait présidé à l'âge d'or du théâtre et à l'âge d'or du roman, que finalement, ça s'est peut-être perdu parce que le dialogue entre la haute culture et la culture populaire s'est perdu. Et ils ajoutent que peu de formes artistiques sont désormais capables de maintenir ensemble les éléments des deux cultures. L'art populaire a développé une histoire et une topographie bien à lui, séparée de la culture, de la haute culture. Mais malgré cela, on ne peut pas nier la connexion entre les deux. D'une certaine façon difficile à définir, la vigueur de l'art populaire, qu'il soit communal ou individuel, et la pertinence de l'art sérieux sont inévitablement reliés. Et il rajoute, c'est ainsi que quand nous regardons aux nouveaux médias, il écrit dans les années 60, donc à un moment où le cinéma est en effervescence, la bande dessinée, la télévision. Quand on regarde aux nouveaux médias, spécialement ceux où la fragmentation entre le populaire et le sérieux n'est pas encore complète, c'est justement le cas du cinéma. Le cinéma reste un art qui est à la fois populaire et qui peut être intellectuel. Nous montrons une réelle préoccupation, pas seulement pour dégager les moments de qualité à l'intérieur de l'art populaire, mais pour la condition et la qualité de l'œuvre, des œuvres d'imagination à tous les niveaux, et donc à la qualité de la culture dans son ensemble. Donc, au fond, le manifeste de Hall et O'Neill dans Popular Arts, c'est de dire, il ne s'agit pas justement seulement de montrer en quoi les arts populaires sont intéressants, mais il faut montrer en quoi l'art a besoin de l'art populaire aussi pour continuer à exister et à puiser sa force, sa vitalité. Alors, à un autre niveau, que se passe-t-il lorsque l'on délégitime la culture populaire? Eh bien, on voit que l'on passe souvent de ce qui est d'abord une différence foncière des contextes sociaux de production, donc l'opposition entre une œuvre d'art singulière destinée à un public averti
face à la production de masse ou à la production folklorique. Nous verrons la différence entre ces deux dans les deux prochaines capsules, mais dans les deux cas, c'est très différent du contexte dans lequel l'art de la haute culture est apprécié. Donc, on passe de cette différence des contextes de production et de réception à une opposition qui serait de l'ordre de l'essence même des œuvres. Donc, il y aurait des œuvres foncièrement intéressantes versus d'autres qui seraient rébarbatives, certaines qui seraient importantes, d'autres qui seraient futiles, certaines précieuses, d'autres jetables, etc. Et aussi à une opposition des différents récepteurs. Donc, il y aurait une forme de culture destinée à des gens intelligents, une autre destinée à des gens simples, une à des gens spirituels, une autre à des gens bourrins, etc. etc. Alors, dans tous les cas, il s'agit, selon les analyses de Pierre Bourdieu, d'oppositions qui tentent avant tout de naturaliser des jugements de goût, dont la fonction est de reproduire des distinctions de classe qu'ils prétendent ignorer, qu'ils dénient et qu'ils transfigurent. Donc en fait, souvent, dans cette opposition qui veut faire de la culture populaire une culture factice, superficielle, etc., c'est surtout une volonté de rendre naturel, d'essentialiser, de rendre acceptable une opposition qui est avant tout une opposition sociale et une distinction de classe. Et je cite donc Bourdieu dans la distinction critique sociale du jugement, justement, de 79, la négation de la jouissance inférieure, grossière, vulgaire, vénale, servile, en un mot naturel, qui constitue comme tel le sacré culturel, enferme l'affirmation de la supériorité de ceux qui savent se satisfaire des plaisirs sublimés, raffinés, désintéressés, gratuits, distingués, à jamais interdits aux simples profanes. C'est ce qui fait que l'art et la consommation artistique sont prédisposés à remplir, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non, une fonction sociale de légitimation des différences sociales. Donc, et c'est toute une partie de l'analyse de Bourdieu, l'idée de caractériser des goûts comme étant des goûts populaires, inauthentiques, grossiers, vulgaires, etc., c'est une façon d'affirmer une hiérarchie qui est avant tout une hiérarchie sociale. Et il n'est pas étonnant que Bourdieu indique, en annexe de son ouvrage pionnier sur la distinction, de commencer la lecture par sa critique de l'esthétique du désintéressement kantien. Et en fait, c'est Emmanuel Kant, quand il définissait le critère du goût esthétique comme essentiellement désintéressé, c'est un peu la base de toutes ces critiques ultérieures à la culture populaire. Parce qu'on voit dans la liste précédente comment toutes les catégories servant à l'exclusion du populaire semblent découler, au fond, de l'opposition centrale entre le détachement esthétique et toutes les formes qui s'y opposent. Or, pour Bourdieu, cette critique pure de Kant, qui serait en fait, qui postulerait que pour apprécier vraiment une œuvre, pour avoir un jugement esthétique, il faille être dans un désintérêt total, donc sans les affects et tout ça. Cette critique pure ne fait que sublimer l'ambiguïté d'une position de classe, celle du philosophe bourgeois, qui se distingue à la fois des gens de cour, les aristocrates, qui représentent la classe dominante, et de la classe populaire. Donc, il est, par rapport au dominant, il est en position de dominer, c'est un bourgeois, il n'est pas un aristocrate, et inversement, il domine la classe populaire. Alors, contre les aristocrates, il s'agira de se légitimer par la spiritualité et la moralité de sa démarche. Et contre le populaire, il faudra s'opposer à leur goût barbare, propre de l'homme inculte, enfoncé dans la nécessité et qui ne sait que jouir. D'où une esthétique du détachement qui implique une rupture avec l'attitude ordinaire à l'égard du monde, mais occulte le fait
que cette distance est avant tout sociale, marque de ceux qui ont le temps et l'occasion de suspendre l'intentionnalité pratique. L'opposition à la culture populaire a donc un rôle structural de distinction, et à deux niveaux, enfin à plusieurs niveaux, mais à deux grands niveaux contrastés. Premièrement, un niveau macroscopique, celui de la configuration du champ culturel. Et c'est ainsi que, comme le montre Bourdieu dans un autre ouvrage qui s'appelle Les règles de l'art, la grande littérature, le grand art, la grande musique se sont définis contre les formes naissantes de culture populaire industrielle, que ce soit ce qu'on a appelé dès Sainte-Beuve dans les années 1830 la littérature industrielle, c'est-à-dire celle qui paraissait dans les grands journaux de l'époque, les romans feuilletons, mais aussi c'est la naissance d'un marché de l'art tout à fait différent, c'est la naissance aussi d'un marché de la musique très, très différent. Alors je cite ici Gisèle Sapiro dans le champ littéraire français. Contre la logique économique de rentabilité à court terme qui régit le circuit de grande production, c'est-à-dire donc cette grande culture populaire, les grandes littératures populaires, etc., se constitue un pôle de production restreinte qui décrète l'irréductibilité de la valeur esthétique à la valeur marchande du produit. Donc ça a été une façon l'art s'est défini contre le marché au XIXe siècle, et c'est comme ça que la haute culture se définit contre la culture populaire de façon structurale. Et c'est pour dire que dans une petite sphère qui va idéologiquement, de façon un peu fantasmatique, échapper à la nouvelle loi du marché, et bien là, ce qui va primer, ce n'est pas la valeur marchande, c'est bel et bien la valeur esthétique. Et qui détermine la valeur esthétique? C'est la prééminence du jugement des spécialistes, à la fois les artistes eux-mêmes et les critiques. Donc, c'est la création d'un fonctionnement, d'un mode de fonctionnement, d'un champ spécifique à l'intérieur du vaste champ populaire. Et c'est là que donc, ce renversement de la logique économique et l'affirmation plus générale de l'autonomie du jugement esthétique par rapport aux attentes économiques, politiques et morales marquent l'avènement d'un champ littéraire relativement autonome dont la théorie de l'art pour l'art a été l'expression la plus extrême. Et on comprend avec Bourdieu qu'au fond, quand ces artistes vont conspuer tout utilitarisme et toute fonction utilitaire de l'art en exaltant l'idée de l'art pour l'art, art for art's sakes, et l'arte por el arte, etc., bah, au fond, ce qu'ils sont en train de faire, c'est une opération essentiellement de distinction sociale. Et puis, à un autre niveau qui est plus microscopique, celui des actants individuels, bah, on trouve aussi une logique de distinction à la base quand on essaye de se distinguer culturellement en affichant sa supériorité sur ce qui est présenté comme populaire, vulgaire, ringard, etc., etc. Donc, que ce soit au grand niveau de comment le champ culturel oppose à partir du XIXe siècle une culture populaire générale, marchande, conspuée, etc., et une culture restreinte, une haute culture réservée à une élite qui peut apprécier esthétiquement de façon désintéressée, etc., etc. Et puis, au niveau personnel, le fait que les gens vont s'opposer dans leur façon de fonctionner à une façon perçue comme populaire pour se donner une distinction. Alors, par exemple, parmi plusieurs exemples, mais Bourdieu cite celui de la nourriture
qui est assez parlant. Bon, on est dans les années 70, les choses ont un peu changé, mais pas entièrement, vous le verrez. Puis c'est intéressant, cette analyse un peu microscopique tout à coup que fait Bourdieu. Alors, je vais citer, c'est une longue citation, mais c'est intéressant. Le goût en matière alimentaire dépend aussi de l'idée que chaque classe se fait du corps et des effets de la nourriture sur le corps, c'est-à-dire sur sa force, sa santé et sa beauté, et des catégories qu'elle emploie pour évaluer ces effets. Certains d'entre eux pouvant être retenus par une classe qui sont ignorés par une autre, et les différentes classes pouvant établir des hiérarchies très différentes entre les différents effets. C'est ainsi que là où les classes populaires, plus attentives à la force du corps masculin qu'à sa forme, tendent à rechercher des produits à la fois bon marché et nourrissants. Les professions libérales donneront leur préférence à des produits savoureux, bons pour la santé, légers et ne faisant pas grossir. Culture devenue nature, c'est-à-dire incorporée, classe faite corps, le goût contribue à faire le corps de classe. Principe de classement incorporé qui commande toutes les formes d'incorporation. Il choisit et modifie tout ce que le corps ingère, digère, assimile, physiologiquement et psychologiquement. Il s'ensuit que le corps est l'objectivation la plus irrécusable du goût de classe qu'il manifeste de plusieurs façons. D'abord dans ce qu'il a de plus naturel en apparence, c'est-à-dire dans les dimensions, volume, taille, poids, etc. et les formes, rondes ou carrées, raides ou souples, droites ou courbes, etc. De sa conformation visible, où s'exprime de mille façons tout un rapport au corps, c'est-à-dire une manière de traiter le corps, de le soigner, de le nourrir, de l'entretenir, qui est révélatrice des dispositions les plus profondes de l'habitus. Ce que Bourdieu appelle comme l'habitus, qui est vraiment, bon, on y reviendra sur cette notion, mais c'est vraiment comme une sorte de cristallisation d'une attitude au fond sociale et qui devient une sorte de compulsion, comme c'est ici le cas par rapport à quelque chose qui peut sembler a priori purement naturel, le corps des uns et des autres. Au fond, Bourdieu nous montre que les corps sont extrêmement marqués par la culture et les clivages et les distinctions. C'est en effet au travers des préférences en matière de consommation alimentaire qui peuvent se perpétuer au-delà de leurs conditions sociales de production, comme en d'autres domaines, un accent, une démarche, etc. Et aussi, bien sûr, au travers des usages du corps dans le travail et dans le loisir qui en sont solidaires, que se détermine la distribution entre les classes des propriétés corporelles. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'ici, il y a une façon carrément corporelle de se distinguer du vulgaire, du populaire, etc., etc. Donc, les classes, les professions libérales vont essayer à tout prix de se distinguer du corps des prolétaires, etc. Alors, à la fois par la façon de se tenir, par la façon de manger, par ce que l'on mange, etc., etc. La médiation par laquelle s'établit la définition sociale des nourritures convenables n'est pas seulement la représentation quasi-consciente de la configuration approuvée du corps perçu et en particulier de sa grosseur ou de sa minceur. C'est plus profondément tout le schéma corporel et en particulier la manière de tenir le corps dans l'acte de manger qui est au principe de la sélection de certaines nourritures. Ainsi, par exemple, si le poisson est dans les classes populaires une nourriture peu convenable pour les hommes, ce n'est pas seulement parce qu'il s'agit d'une nourriture légère qui ne tient pas au corps et qu'on ne prépare en fait que pour des raisons hygiéniques, c'est-à-dire pour les malades et pour les enfants. C'est aussi qu'il fait partie, avec les fruits, bananes exceptées, de ces choses délicates qui ne peuvent être manipulées par des mains d'hommes et devant lesquelles l'homme est comme un enfant. C'est la femme qui, se plaçant dans un rôle maternel, comme elle le fait dans tous les cas semblables, se chargera de préparer le poisson dans l'assiette ou de peler la poire. Mais c'est surtout qu'il demande à être mangé d'une façon qui contredit en tout la manière proprement masculine de manger, c'est-à-dire avec retenue, par petites bouchées, en mastiquant légèrement, avec le devant de la bouche sur le bout des dents pour les arrêts. Donc là, vous voyez, évidemment, c'est aussi un monde qui a beaucoup changé. Ce que Bourdieu est en train de décrire, c'est un monde prolétaire traditionnel dans les années 70.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment il va traquer jusqu'au plus infime détail des usages du corps, comment en fait à chaque fois on est en train de marquer une appartenance à une classe sociale et aussi une distinction des uns par rapport aux autres. Et là, c'est carrément, donc c'est bien toute l'identité masculine, ce que l'on appelle la virilité, qui est engagée dans ces deux manières de manger, etc., etc. Cette opposition se retrouverait dans tous les usages du corps, et en particulier dans les plus insignifiants en apparence, qui, à ce titre, sont prédisposés à servir de pense-bête où sont déposées les valeurs les plus profondes du groupe, ses croyances les plus fondamentales. Et il en vient à analyser, je vous laisse le loisir de le lire, la question par exemple du Kleenex, comment on se mouche, comment on rit, etc., etc. Alors, ce qui est vraiment très intéressant du point de vue par rapport à la culture populaire, c'est justement que ces idées de distinction, elles sont constantes et elles sont établies d'une façon qui est devenue presque inconsciente pour les actants sociaux, mais qui est là toujours présente. Et il y a des composantes de classe à voir dans chaque jugement de goût qui est fait. Donc, ce n'est pas que l'on apprécie la salade parce que c'est purement quelque chose de désintéressé, nous dit Bourdieu. C'est au fond, on choisit la salade parce que c'est un signe de distinction de classe. Et c'est un habitus. Et après, par la suite, on peut le justifier, on peut se dire végétarien, on peut toutes sortes de choses, mais le fait est que très souvent, ce fonctionnement-là, qui va opposer un type de nourriture versus un autre, une façon de se conduire par rapport à une autre, est profondément marqué par une logique de la distinction. On comprend alors toute la dimension sociale de la critique de la culture populaire, forme privilégiée de la distinction de ceux qui peuvent s'en extraire ou la mépriser. Le fait même de critiquer la culture populaire présuppose qu'on est en train de s'en distinguer de façon sociale et qu'on se pose à l'extérieur de celle-là. Donc, c'est ce qui, pour beaucoup de gens, est la seule culture à laquelle ils ont affaire, à laquelle ils ont accès. Et là, tout à coup, cette culture, elle est comme complètement déplacée par un regard très extérieur. Force est de constater aussi que ce clivage a lui-même beaucoup évolué historiquement au fil des mutations des clivages sociaux. C'est ainsi que Matthew Arnold, qu'on a déjà évoqué, pouvait opposer dans Culture and Anarchy, en plein milieu du 19e siècle, le culte aristocratique de la cultura animi, de la culture de l'âme cicéronienne, donc the disinterested endeavor after man's perfection, donc la poursuite désintéressée de la perfection humaine. Donc, il pouvait opposer ce culte aristocratique et la construction de soi par appropriation de la quintessence de la tradition lettrée, on l'a déjà cité, ce qui a été dit et pensé de mieux, donc cette assimilation. Il pouvait opposer ça à l'anarchie des classes populaires urbaines vautrées dans les divertissements les plus vils. Donc, c'était le sens de l'opposition de son titre, Culture and Anarchy. Mais cet élitisme, qui était totalement affiché, pleinement assumé, militant, semble déjà compromis, par exemple, dans les années 30, 1930 du XXe siècle, par ses héritiers, les deux Levis, F.R. Levis et Q.D. Levis, qui, eux, sont déjà sensibles au discours socialiste qui exige d'étendre la haute culture au plus grand nombre. Donc, il y aurait toute une histoire à faire, on n'aura pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais il y aurait une histoire à faire aussi de cette opposition entre la haute culture
et la culture populaire. Ça n'a pas été un bloc homogène. Il y a eu des évolutions, il y a eu des différents positionnements. Et d'ailleurs, on peut dire aussi que nous en sommes à un point d'inflexion de cette opposition. Parallèlement, on va passer de l'opposition en bloc à la culture populaire, telle que pouvait l'avoir Matthew Arnold, qui pour lui, hors de la culture classique et des grandes formes de la tradition lettrée, il n'y avait point de salut. Donc, pour lui, tout ce qui était culture populaire de son époque était massivement rejeté. Alors, on va passer de cette opposition totale à des oppositions plus localisées à chaque nouvelle extension, notamment technologique, de la culture populaire. Alors, il va y avoir un débat à chaque fois, une grande opposition, un dénigrement alors du cinéma, donc toute une polémique autour du cinéma, etc., etc. Autour du jazz, il y a une grande polémique autour du jazz. Polémique autour de la radio. Il y aura des polémiques autour des bandes dessinées. Ensuite, il y aura des immenses polémiques contre la télévision, qui va être vraiment le médium mal aimé par la critique pendant des décennies. Et ce n'est que tout récemment, dans les années 2000, qu'il y a un certain discours légitimateur des séries télé. Mais encore une fois, ce n'est pas la télévision comme médium en tant que tel, ce n'est pas le flux télévisuel avec les programmes avec les téléjournaux, les émissions de télé, les talk shows, etc., etc. Ensuite, évidemment, on va aussi énormément dénigrer les jeux vidéo. Il y aura plein de polémiques autour des jeux vidéo. Ensuite, ça va être le tour à la télé-réalité. Ça va être aussi le tour pas mal à Internet, YouTube, etc. Et donc, bon, on passe rejet en bloc, rejet localisé sur chaque nouvelle extension. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, à chaque fois, on s'attaque à un nouveau truc et quelque part, on accepte un peu ceux d'avant. C'est-à-dire qu'on a beaucoup critiqué le cinéma au début, puis maintenant, il y a très peu de gens que vous allez lire, très peu d'intellectuels qui vont critiquer le cinéma. C'est vraiment une position devenue extrêmement marginale. Il en va de même pour le jazz, il en va de même pour la bande dessinée, etc. Enfin, c'est qu'à chaque fois, on a une période initiale de refus, de rejet, de critique, etc., etc. C'est la fin du monde. Et puis, peu à peu, il y a une nouvelle fin du monde qui arrive. Et donc, l'ancienne fin du monde, finalement, on s'en est habitué. On aime ça après tout. Et on revoit ces critiques comme quelque chose un peu arriéré, puis même un peu drôle finalement. Alors bon, on passe de ce bloc à ces critiques par secteur et enfin à des formes d'appréciation et de légitimation graduelle. Alors on a reconnu le statut de 7e art pour le cinéma. C'est déjà une très vieille expression d'ailleurs des années 20, alors qu'on est en plein débat et polémique, etc. Il y a une série d'intellectuels qui vont prendre la défense et illustration de ce qu'on appellera le 7e art. Il y a la création d'un public averti autour du jazz, la lente promotion de la bande dessinée, on va l'ériger en 9e art, mais bon, l'expression est beaucoup moins consacrée que 7e art et la légitimité de la bande dessinée aussi est moins entièrement consacrée dans notre culture. Mais à chaque fois, on peut dire que les critères de distinction se déplacent, opérant par des segmentations de chaque nouveau domaine. Alors que la cinéphilie devient dans l'après-guerre un nouveau marqueur de classe, incorporant les codes du désintéressement et esthétique qui régissent les autres arts légitimes, il importera davantage d'apposer les canons des chefs-d'œuvre au gros de la production commerciale, dont les codes sont jugés d'autant plus vulgaires qu'ils continuent à plaire aux classes populaires. C'est-à-dire qu'au fond, par exemple, quand on choisit l'exemple du cinéma, au fond, il s'est créé une pratique d'appréciation esthétique qui est appelée la cinéphilie, qui s'est traduite
par des ciné-clubs, des institutions, par des prix, par des publications, donc le célèbre cahier du cinéma, mais aussi positif, etc., qui s'est traduit par un changement de regard sur le cinéma, considéré comme un art à part entière. Or, pour établir cette cinéphilie, en fait, on a créé des codes qui imitaient les codes de l'appréciation de la haute culture, de l'art plastique, de la littérature, etc. Et en ce faisant, ce qu'on a créé, c'est une nouvelle distinction à l'intérieur du cinéma entre le cinéma d'art et d'essai, ou cinéma d'auteur, avec la politique des auteurs de cahiers du cinéma, le cinéma d'auteur, le cinéma d'art et d'essai, qui est élevé au rang des productions culturelles les plus prestigieuses, et qui s'oppose du coup radicalement au cinéma populaire. Et le cinéma populaire, lui, il est dénié du droit de citer dans le débat intellectuel. Donc, ce qu'on va étudier, c'est les grandes œuvres du cinéma d'auteur, du cinéma d'art et d'essai. Mais le cinéma populaire comme tel, bah lui, il est justement ce contre quoi on lutte et on ne va l'évoquer que pour déboulonner l'idéologie des masses abruties par le grand capital ou l'affaissement esthétique des valeurs, etc., etc. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on passe d'une opposition initiale entre les tenants de la haute culture et le cinéma, qui au début est considéré comme un art essentiellement de foire, essentiellement populaire. Et au contraire, on passe de ce bloc à un clivage à l'intérieur du cinéma, entre le cinéma d'auteur et le cinéma populaire. Et ce qui est assez intéressant, c'est ça, c'est qu'on continue dans un système d'opposition. Puis par la suite, il y aura encore une autre étape qui, donc là vous avez la fiche de Rambo, First Blood. Inutile de dire que ce n'est pas le genre de film qui va être étudié dans les années 80 par les cinéphiles. Or, ce sera plutôt les cultural studies avec des gens comme Robin Wood, etc., qui vont s'intéresser à ce cinéma populaire, mais d'une façon très différente, non pas pour en vanter les mérites esthétiques, etc., mais pour analyser l'idéologie reaganienne notamment. Plus récemment, on assiste à la promotion culturelle des séries télévisées, longtemps exclues du discours critique et de la sphère de l'art. Et on lui cherche d'ailleurs, de façon symptomatique, une place dans le classement des arts, et on dit des fois le 8e, mais en fait, le 8e est déjà pris. Donc, bon, problème. Mais ce n'est que pour mieux distinguer, au fond, encore une fois, entre celles qui relèvent d'une qualité scénaristique ou cinématographique et le tout venant des autres que l'on relègue au flux ignoble de la télévision, au même titre que ces autres sous-genres, concours télévisés, télé-réalité, etc. C'est-à-dire que là, on a encore un peu la même chose. C'est qu'avant, les tenants de la haute culture critiquaient en masse et en bloc la télévision comme un truc totalement abrutissant, nullissime esthétiquement, etc., etc. Et là, tout à coup, on a le nouveau coup de la cinéphilie. D'ailleurs, on appelle ça la sériphilie, sur le modèle de la cinéphilie. Et là, tout à coup, on se met à dire, bon, bah, il y a des séries qui sont vraiment bonnes, qui suscitent des exégèses, qui reprennent à nouveau tout l'appareil critique de la haute culture, et puis d'autres qui ne sont pas du tout conçues de la même façon. En général, d'ailleurs, c'est l'opposition entre les séries dites de qualité, donc soit parce qu'il y a une production beaucoup plus conséquente d'un point de vue économique, soit par l'ambition du showrunner qui prend figure d'auteur. En général, c'est assez opposé à des séries plus génériques qui se déclinent sur des dizaines de saisons sans qu'il y ait
une sorte de cohérence esthétique préétablie, etc., etc. Bon, là, vous avez le magnifique coffret de la série Six Feet Under, qui est en soi un emblème de distinction. Je veux dire, là, on est encore une fois dans le jeu entre populaire et qu'est-ce qui est classe populaire. Là, c'est pas du tout quelque chose. Ces coffrets-là sont assez chers. Ils ne correspondent plus d'ailleurs tout à fait à la façon dont on consomme, puisque maintenant c'est beaucoup plus à travers le streaming, etc. Mais bon, ça appartient à ce moment-là où justement on commence la sériphilie, puis on commence à fétichiser une sorte d'aura qu'on essaye de retrouver autour de ces séries-là, et on se met à les collectionner, ce qui était à l'époque de Starsky Hutch, Columbo, etc., était inimaginable. Et là, on peut les collectionner, même les très vieilles séries. Il y a tout un marché pour ça. Donc, la logique de la distinction s'affine de plus en plus dans des niches de plus en plus subculturelles. Et elle n'opère plus comme au temps de Bourdieu par des grandes dichotomies. À l'époque de Bourdieu, c'était vraiment les grandes oppositions entre les gens qui vont à l'opéra et les gens qui vont voir le théâtre de vaudeville, entre les gens que justement avec la nourriture, le pot-au-feu versus la petite salade santé. Donc maintenant, les divisions sont beaucoup plus subtiles. L'amateur éclairé de Radiohead affichera un mépris d'autant plus fort pour Guns N' Roses et a fortiori Éric Lapointe, qu'il aspire à bien mettre en valeur son capital symbolique et que justement, il veut montrer que oui, il aime la musique rock et pop, etc., mais que c'est un consommateur, un esthète, que c'est quelqu'un qui sait valoriser la qualité d'un band comme Radiohead versus un band beaucoup plus mainstream et commercial comme le fut Guns N' Roses. Et il va jouer donc avec un peu le double statut, quelque part une sorte de snobisme à l'intérieur de son domaine, et en même temps en affichant un intérêt pour quelque chose qui se présente comme encore un peu menacé, qui serait le rock. Alors qu'en même temps, maintenant, le rock est totalement panthéonisé. Il y a même eu des tentatives d'en faire une sorte d'institutionnalisation majeure à l'époque de Jacques Lang en France. Puis maintenant, on a des rubriques rock dans les grands quotidiens, etc., etc. Ici, vous avez une petite blague sur la phrénologie, justement, du snob musical. Et le snobisme musical, c'est un mélange, donc, serait un mélange de nostalgie, de snobisme pur, d'insécurité intellectuelle, de vanité, d'aspiration sociale, d'ambition frustrée et le goût des trivia, de la trivialité des connaissances de plein de faits un peu fétichisés. Mais au-delà de ces nouveaux spécialistes, voire micro-spécialistes, triomphe aussi la figure des omnivores culturels, ceux qui montrent autant de compétences dans des sphères traditionnellement légitimes, musique classique, art plastique, littérature étrangère, etc., que dans celles venant des franges les plus hippies de la culture populaire. D'où la position hégémonique de la culture geek, emblème de la nouvelle classe dominante, celle qu'on appelle la creative class des nouvelles multinationales, notamment numériques. Selon un processus qui était déjà dénoncé par Bourdieu dans ses méditations pascaliennes de 97, et je cite, « Le culte de la culture populaire n'est bien souvent qu'une inversion verbale et sans effet, donc faussement révolutionnaire, du racisme de classe qui réduit les pratiques populaires à la barbarie ou à la vulgarité. Comme certaines célébrations de la féminité ne font que renforcer la domination masculine, cette manière en définitive très confortable de respecter le peuple, qui, sous l'apparence de l'exalter, contribue à l'enfermer ou à l'enfoncer dans ce qu'il est en convertissant la privation en choix ou en accomplissement électif, procure tous les profits d'une ostentation de générosité subversive et paradoxale, tout en laissant les choses en l'état, les uns avec leur culture ou leur langue réellement cultivée et capable d'absorber sa propre subversion distinguée, les autres avec leur culture ou leur langue dépourvue de toute valeur sociale ou sujette à des brutales dévaluations,
que l'on réhabilite fictivement par un simple faux en écriture théorique. Donc là, ce que Bourdieu est en train de dire, c'est qu'au fond, les gens cultivés dans la haute culture qui affichent leur goût pour la culture populaire sont quelque part en train de faire un signe de double distinction. C'est d'un côté, ils montrent qu'ils peuvent aussi aller dans la culture des classes populaires, en extraire ce qui bon leur semble pour leur propre distinction, et comme si ça cautionnait donc leur générosité, leur côté subversif par rapport à leur propre culture de base, scolaire, élitiste, etc. Et donc, il y a vraiment un jeu un peu d'imposture, de réappropriation, etc., là-dedans qu'il est intéressant de cerner parce que c'est encore une fois, c'est une des nuances de la distinction sociale qu'il est intéressant de voir et que on est passé du mépris du snob envers tout ce qui est populaire à une sorte de cooptation tout aussi snob d'aspects de la culture populaire. Alors que Bourdieu, ce qu'il nous dit, c'est que finalement, la grande opposition maintenant, c'est entre ceux qui connaissent à la fois Britney Spears et James Joyce ou Kafka, etc. Et ceux qui, au fond, ne connaissent que Britney Spears. Et là, tant que on va récupérer des aspects de cette culture-là en disant que c'est cool d'écouter du gangsta rap ou autre, mais au fond, eux, ceux qui ne connaissent que ça, ils peuvent à n'importe quel moment être totalement déchus de leur objet quand tout à coup on détermine que le gangster rap, finalement, c'est complètement has-been, c'est sans intérêt, etc. etc. Et donc, il y a une opposition assez intéressante entre cette hégémonie des geeks qui peuvent tout autant aller voir un opéra que aller dans un mosh pit de band hardcore ou aller et donc écouter un concert de Céline Dion, finalement, dans ces omnivores-là qui se présentent comme étant eux-mêmes émancipés des critères de distinction, au fond, ce que ça crée, c'est une nouvelle type de distinction. Dans les faits, la délégitimation culturelle continue à être un des facteurs qui définissent la culture populaire. Ainsi, Holt Parker, à partir des théories de Max Weber sur le style de vie, Levenstiel, et la théorie d'Arthur Danto sur le monde de l'art, propose de concevoir la culture populaire comme étant essentiellement non autorisée. Pourquoi? Parce qu'elle mobilise un faible capital culturel dans sa production et ou sa réception. C'est dans un article que vous trouvez en ligne aussi très intéressant, Towards a Definition of Popular Culture. D'où s'ensuivent plusieurs effets, souvent contradictoires, qui articulent en grande partie ce qu'Agnès Géraud analyse pour le domaine musical comme la dialectique de la pop. D'un côté, donc, cette délégitimation a des aspects privatifs, donc un manque de reconnaissance relative. Le street art n'est pas reconnu tout à fait au même niveau que l'art des galeries. La littérature de genre ne donne pas le prestige que confèrent les plus importants prix littéraires, etc. Mais aussi l'obsolescence, le fait qu'on est soumis aux impératifs du marché. La loi de Gresham, c'est la loi de l'inflation, c'est-à-dire que la mauvaise monnaie finit par chasser la bonne monnaie. C'est qu'au fond, la production d'œuvres moins exigeantes, elle finit par déteindre sur les œuvres qui essayent d'être exigeantes à l'intérieur de la culture populaire, etc., etc. Et puis de l'autre, ça se traduit aussi quand même par des forces, c'est-à-dire le fait de ne pas être légitime, d'être une culture encore considérée comme des légitimes, ça fait qu'il y a un certain culte à la transgression qui va de South Park à Marilyn Manson et plein d'autres auxquels vous pouvez penser. Un culte de l'authenticité, du do-it-yourself, de l'expressivité,
versus tout ce qui est formaté, les formes convenues, la retenue, etc. Une ouverture aux différentes formes de marginalité sexuelle, ethnique, esthétique, etc. Un expérimentalisme moins contraint versus tous les mondes de l'art qui sont institutionnalisés et qui ont un poids beaucoup plus fort sur eux. Bien, donc nous avons un peu fait le tour de cette question-là de la définition de la culture populaire comme essentiellement une culture délégitimée. Et il nous reste encore à voir les deux autres grandes traditions de théoriques autour de la culture populaire, soit celle qui l'équipare, qui l'assimile à la culture de masse, et au contraire celle qui l'assimile à la culture folklorique faite par le peuple pour le peuple. Merci.